Alors, Michel, ce soir, tu viens nous voir aussi pour la sortie de ton livre, surtout. Ça ira mieux demain. Dans ce livre, tu reviens sur ce que tu as traversé, sur les coulisses de ton opération du cœur, des premiers signes d'alerte jusqu'à ton retour à l'antenne. En plus, on s'est vu. On avait pris un petit déjeuner ensemble, Michel, juste avant, pas longtemps avant. J'étais déjà moyen. C'est vrai, ouais. Tu ne l'as pas senti, mais j'avais déjà des problèmes respiratoires. C'est vrai, mais je ne l'avais pas senti parce qu'on s'était vu un matin avec Michel. Et on a fait un after ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Et à partir du 30 août dernier, tu vas passer 100 jours dans le plus grand secret à l'hôpital Pompidou. Le livre commence à la veille de ton opération à cœur ouvert à cause d'une suite de pépins cardiaques, comme tu dis. Et très vite dans le livre, tu évoques l'injustice d'avoir de tels soucis de santé. Et c'est ce que j'ai pensé tout de suite, je te jure, Michel, sans avoir fumé, bu, en ayant fait du sport. Et je te jure, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Oui, mais c'est ce qui m'a sauvé. Le chirurgien m'a dit, si vous aviez eu 20 kilos de plus, vous aviez picolé, fumé, et si vous aviez une vie un peu compliquée, je ne vous aurais pas opéré, parce que vous seriez resté sur la table d'opération. C'est ce qui m'a en même temps sauvé. Parce que moi, je me suis demandé, parce que comme on a un peu la même vie, je me suis dit, bon ben voilà, Michel, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais. Toi, tu te couches très tôt. Ah ouais, non mais c'est vrai, Michel. Lui, il ne dort pas. Hein? Lui, il ne dort pas, Cyril. Ouais, mais je dors, mais quand même. Non. Moi, il m'arrive de l'appeler à 3 h du matin, il est sous les draps, il regarde les audiences. C'est ça. Les autres. Tu sais, j'ai voulu écrire ce livre, surtout, tu l'as vu, je l'ai dédié aux chirurgiens, aux grands cardiologues qu'il y a en France, qui sont parmi les meilleurs du monde. Le professeur Carpentier, c'est lui qui a inventé le cœur artificiel. À propos Carpentier, c'est Carmat. Le Carmat, c'est Carpentier et Matra, Jean-Luc Lagardère. Car c'est Jean-Luc Lagardère et Matra qui ont financé le premier cœur artificiel, il faut le dire. Mais j'ai voulu écrire ce livre pour rendre hommage aux infirmiers, aux personnels soignants et à l'hôpital public, parce que je connaissais un peu cet univers, puisque je viens de ce milieu médical, par mon père et mon frère, mon jeune frère. Mais lorsqu'on va à l'hôpital voir un copain malade, j'ai accompagné beaucoup d'amis célèbres, malheureusement dans la dernière ligne droite, mais quand on est soi-même le patient, au goutte à goutte, c'est plus la même chose. Et donc j'ai vu ce que c'était que l'espèce d'enfermement, le silence, la morphine, les antidouleurs, les scalaires. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire ce livre pour rendre hommage au personnel soignant, aux infirmières qu'on applaudissait beaucoup sur les balcons il y a un an et qu'on a oublié depuis. Exactement, on ne les a pas oubliés, hein. Il ne faut pas les oublier surtout. Alors, tu penses que tu as trop forcé sur ton cœur à cause du vélo? Non, je crois que j'ai trop forcé par le stress. Vraiment? Ah ouais? Ouais. Toi, t'es stressé de quoi? 57 ans de télé, ça fait beaucoup. Les 50 premières années sont les plus dures. Mais c'est beaucoup de stress. C'est vrai, vraiment? Oui, et je me suis mis une grosse pression au cours des dernières années en voulant réaliser un challenge dont je rêvais, toi aussi, d'aller sur scène. Bien sûr. Ouais. Je suis allé sur scène à l'âge où on est à la retraite depuis longtemps. Et ça m'a beaucoup stressé. Mais je vais recommencer en janvier. Les médecins t'ont dit que c'était ça? Ils m'ont dit... T'avais eu des alertes ou pas avant? J'étais un petit peu essoufflé. J'ai eu 2, 3 petits essoufflements sur le vélo. J'ai fait le Ventoux 3 fois trop tôt. J'ai fait le Téléthon en vélo. J'avais déjà 50 balais, 520 km. Je suis allé dans les sous-marins nucléaires. Je suis allé sur la Calypso avec Cousteau. Je suis allé avec Besson sous la banquise. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. J'ai sauté en parachute. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé sur le Charles de Gaulle plusieurs fois parce que j'aime ça. Et que le sport, c'est ma passion. Ça a été ma vie. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Mais... j'ai sans doute été beaucoup trop impliqué dans ce métier, trop stressé, car contrairement à ce qu'on pense, c'est un métier de stress, c'est un métier d'angoisse. En plus, j'ai fait une parano sur laquelle je vais pas revenir pendant 3 ou 4 ans. J'ai vraiment cru que j'étais trop vieux, qu'il fallait que je parte. Ouais. Donc ça m'a beaucoup travaillé parce qu'on en a souvent parlé tous les deux. Je me disais comment sortir par le haut, comment sortir avant qu'on te zappe, comment partir dignement et pas faire le fameux combat de trop. Ça, c'est Je crois que tu ne feras jamais le combat de trop, en fait, maintenant. Je te le dis. De toute façon, le cardio m'ont dit, avec le cœur, quand vous avez fait, vous êtes là pour 100 ans. Bon, bah, magnifique. Donc, les jeunes attendront encore un moment. Très bien. Et puis, tu saigneras sur C8 après, sur Canal, sur C8. Ça sent toi le patron. Je ne sais pas, non. Je sais pas. Non, c'est déjà le patron. Non. À l'hôpital, tu avais pris un pseudo, Michel, tu t'appelais... Ça t'a fait rire, hein? Ouais, Fiacre Diocard. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital Pompidou, il y a 3000 personnes, 800 lits. J'ai dit, écoutez, avec le Covid, avec les portables, avec la presse qu'on connaît par cœur, ça, je ne vais pas y couper. Écoutez, non, alors prenez un pseudo, mais vous pouvez avoir confiance. Mais prenez un pseudo, si vous voulez. Alors, quel pseudo? J'ai dit, Diocard. Pourquoi? J'ai dit, c'est l'inverse de cardio, en verlan.
Diocard. Et le prénom, ben, on est quoi aujourd'hui? On me dit c'est la Saint-Fiacre. Va pour Fiacre Docard. Et pendant 4 mois, on m'a appelé Monsieur Fiacre Docard. Ça va, Monsieur Diocard? C'est drôle. Mais en fait, les infirmières n'étaient pas tout à fait dupes parce que quand j'allais au scanner pour la énième fois à l'IRM, je vois bien que certaines savaient très bien que Monsieur Diocard ressemblait à quelqu'un qu'on voit le dimanche après-midi. Jusqu'au jour où, après avoir perdu 11 kilos, j'ai entendu une infirmière dire à l'autre, avant que j'aille au scanner, Germaine, ça grossit la télé. Non. J'avais perdu 11 kilos. Et là, j'ai vu qu'elle savait qui j'étais. Mais ils ont été top. Ils ont gardé le pseudo jusqu'au bout. Il y a un moment dans le livre, on découvre qu'il y a eu des moments où tu as craqué. Tu le dis, tu as craqué. Je ne retrouverai jamais ma télévision. Je ne retournerai plus nulle part. Diminué, insortable, immontrable, dans les choux en attendant de sucrer les fraises. Les docteurs ne me le disent pas. Eux, ils croient encore ou font semblant. Moi, je le sais. C'est fini. Et oui, parce que quand on te dit vous avez une infection gravissime, une endocardite infectieuse de la valve mitrale, que la rate est touchée, que le rein est touché, que vous avez un petit début d'AVC et que votre jambe droite va être coupée dans les 4 heures si on ne la débouche pas parce qu'elle est nécrosée, plus un triple pontage, tu te dis il y a peu de chances que tu reviennes vivant, ou en tout cas très handicapé, et il n'y a aucune chance que tu te retrouves debout devant une caméra. Ce n'était pas possible pour moi. Moi, je suis un extraterrestre, vraiment. C'est ce que disent les chirurgiens. C'est vrai que c'est incroyable, hein, je vous le dis. C'est ça, tu te dis, c'est même pas, c'est un miracle. Oui, j'ai cru que c'était terminé et j'ai pensé à beaucoup de choses. Je regardais évidemment un peu la télé, mais c'est très étrange. Tous ceux qui me regardent connaissent ça. Avec la morphine et les antidouleurs, on est dans des délires. Alors, il y a un chapitre que j'ai appelé Sur l'écran noir de Minuit Blanche, un clin d'œil à Nougaro, où là, sur l'écran, je t'ai vu passer, j'ai revu des souvenirs avec Benji, j'ai revu passer beaucoup de choses de ma vie, et je me disais, après tout, je n'ai pas été élevé dans la tradition religieuse, je ne suis pas croyant, mais après tout, retrouver Johnny, retrouver Gainsbourg avec Whitney Houston, retrouver Dassin, Charles Aznavour, etc., Coluche, Le Luron, mon frère, mes parents, je me disais, après tout, s'il y a une vie après la vie, j'ai une autre vie qui va commencer. Michel, moi, ce qui est fou, et je pense que tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir en direct sur C8 se disent, c'est incroyable. Michel, il est sur son lit d'hôpital. Il sent qu'il n'a aucune chance de revenir. La première chose à laquelle il pense, c'est « je ne reviendrai plus à la télé ». Oui. C'est fou. Mais oui, mais parce que je suis sûr qu'autour de la table, tous tes amis... Non, ils ne reviendront plus. Non, mais je veux dire que... On ne t'emmerde pas, vraiment. Si on te dit demain, Cyril, demain, c'est fini. La télé? Oui. Il dira ça m'arrange pas pour l'argent. Non, mais vous le vivez de la même manière? Ouais. Michel pense que oui, parce qu'il me connaît mieux que moi. Moi, je pense que non. Parce que vous avez l'hygiène de vie. Tu dis à un médecin qui va plus soigner, un chanteur qui va plus chanter. Tu peux pas. Moi, j'ai vu j'ai accompagné dans les dernières heures de sa vie, j'en parle d'ailleurs dans le livre, Michel Delpech, qui avait ce drame épouvantable d'avoir un cancer de la gorge pour un chanteur. Ouais. Bon, j'ai accompagné beaucoup d'amis. Et c'est vrai que moi, mon père, qui était un médecin de campagne comme on n'en fait plus, à 80 ans, presque à 80 ans, oui, il a fait un accouchement 6 ou 8 jours avant de mourir. Ouais. Bon, et c'était sa vie. Et s'il n'avait pas eu un petit problème à l'estomac, il aurait exercé son métier jusqu'à 100 ans. Et tous ceux qui disent, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre métier est un métier à part. C'est un métier magnifique, extrêmement compliqué. Surtout si on veut s'installer dans la durée. Mais c'est un métier magnifique. Regarde, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Bien sûr, ça c'est vrai. Nombre de gens, regarde. Ça, je te confirme. J'ai croisé dans le couloir des gens extrêmement paisibles qui venaient de s'engueuler avec toi. Bien sûr, 5 minutes. C'est vrai. Mais c'est sûr. Demain, il y en aura d'autres. J'ai un autre moment du livre aussi. Tu dis, pendant ces nuits du début de l'automne 2020, j'ai cessé d'exister, je crois. Je suis devenu une vieille plante malade, de forme humaine, sans avenir ni soleil. Il n'y a plus que mon cœur qui tape, régulier. Dans ma poitrine couturée, rien d'autre, aucun élan. C'est dur à lire. L'hôpital public en France a ceci d'extraordinaire. Qu'on soit riche et célèbre. C'est ça. Qu'on soit défavorisé et inconnu. On est soigné de la même façon. Exactement. Tu arrives avec ta carte vitale, tu pars avec ta carte vitale, que tu sois un émir ou que tu sois un SDF. Et ça, tous ceux qui m'ont soigné, je les ai observés de très près. C'était une aventure, un voyage assez extraordinaire, même si je pensais ne pas revenir de ce voyage. J'ai vu des gens magnifiques.
J'ai vu des infirmières, des aides-soignantes de nuit qui ont des vies incroyables. Mais juste, Qui Michel... ont du mal à gagner leur vie, qui habitent à 2h30 de Paris. On a beau le savoir, mais quand tu es soigné, que tu es quelqu'un qui a un peu pignon sur rue, qui était persuadé que... Moi, j'étais persuadé que j'étais inoxydable, que j'étais Terminator, que j'étais indestructible. Moi aussi, j'étais persuadé de ça pour toi. Voilà. J'ai vu que tu étais avec moi. Et là, quand tu vois deux femmes charmantes qui ont peu dormi, qui ont amené leurs gosses à l'école, qui ont des problèmes avec leur mari, de chômage, des problèmes économiques, pendant cette année épouvantable sur le plan économique, que tout était à l'arrêt, et qui arrivent avec le sourire, et qui remontent le moral. Allez, monsieur Descartes, vous allez vous en sortir, vous referez de la télé, allez, vivement dimanche, reprendra. Et t'es rien. T'es un pantin, t'es disloqué, t'as 100 ans quand tu te regardes dans la glace. Moi, j'ai mis 2 mois avant d'enlever la buée sur la glace après la douche. Quand j'ai vu la tête que j'avais, je ressemblais à Raoult, le médecin de Marseille. C'était... Et j'ai dit, mais c'est pas possible, jamais je vais refaire surface. J'avais plus de jambes, j'avais plus de muscles nulle part. Il y a un moment très fort dans le livre, c'est une conversation que tu as avec l'équipe médicale. Tu dis, attendez, si ça se passe mal, je le dis en présence du docteur Agege, vous me débranchez. Comment ça, je vous débranche? Oui, débranchez-moi, hors de question que je puisse me réveiller avec des handicaps, avec une aphasie, un tremblement. Je ne pourrai plus jamais pratiquer mon métier. Alors ce n'est plus la peine, vous me débranchez. Ce n'est pas légal, vous débranchez. Plutôt mourir que me réveiller sans pouvoir exercer mon métier. Ça, c'est un passage très fort dans le livre. Oui, parce que tous ceux qui ont été opérés, qui me regardent, et je leur souhaite vraiment de garder le moral, car c'est là que ça se passe aussi, c'est le protocole. Il n'y a pas d'opération sans risque. Et une opération comme la mienne, elle a été gigantesque. Il fallait qu'on me change une valve, qu'on fasse un triple pontage, qu'on me débouche la jambe, qu'on surveille 2 débuts d'AVC, et on m'avait dit on ne saura. Si vous avez des séquelles, uniquement au réveil. On opère un cœur, pas le cerveau. Donc on le saura au réveil. Et donc le protocole, c'est ça. L'anesthésie vient vous voir et dit voilà, si ça se passe mal, on prévient qui? Si ça veut dire quoi? Non mais, vous savez, nous allons prendre un gros risque avec cette opération. Il y avait 50-50. Donc, qui on prévient? Mais je dis, vous prévenez ma femme d'abord, mais vous débranchez. Mais comment ça? Je dis, vous débranchez. Je dis ça devant Albert Agege, qui est le patron du service de cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui assistait, lui, pour la première fois. En général, c'est un tête-à-tête entre l'anesthésiste et le malade. Personne n'assiste à ça. J'ai dit, vous me débranchez. Je dis, vous me débranchez. Incroyable. J'ai dit, vous me débranchez parce que je... voilà, je peux pas. D'abord, je ne pouvais pas refaire mon métier. C'est pour ça que j'en suis très reconnaissant à la gouvernance de France Télé. Ils m'ont dit on t'attend. J'ai dit on t'attend. Vous êtes gentil, on m'attend. Mais si je reviens diminuer, je vais revenir. J'ai entendu parler de prothèse, puisqu'on devait me couper la jambe au-dessous du genou droit. Prothèse. Je me disais bon ben, j'irai voir Cyril avec une prothèse. Voilà. Et puis je ferai du tennis avec une prothèse. Et je ferai du vélo sur une jambe, comme un mec qui m'a doublé un jour dans le Ventoux, qui a un bras et une jambe. T'as repris le vélo là, non? Chez moi, oui. Et officiellement, non. Officiellement, donc, tu ne peux pas le dire. Non. Bon, on dit non. Alors. Non, il y a les cardiologues qui me regardent. On dit non, les cardiologues. Non, même, monsieur le professeur, il n'a pas repris. Est-ce que vous avez des questions à poser à Michel? Merci d'être là, vous, Michel. Oui, Gilles. Moi, ce qui me frappe dans le livre, c'est que les médecins vous disent, après l'opération, vous aviez une chance sur 4, 25% de chance de mourir, ce qui est énorme. D'habitude, on n'opère pas. Mais ce qui vous a sauvé, c'est votre mental. Ouais. Expliquez-nous comment le mental, dans ces cas-là, peut faire qu'on survive. C'est quoi? C'est l'envie de vivre? Alors, je parle devant Benji, qui est un sportif, et Cyril également, et il y a sans doute d'autres sportifs autour de la table. Pas ouf. Moi, j'ai fait 3 fois le Ventoux. J'avais déjà 50 ans. J'ai failli mourir 3 fois, de douleur. Mais je ne voulais pas abandonner. J'ai fait le Téléthon, 520 km, le Mont-Saint-Michel, Paris, dans les années 90, pour le Téléthon, dont 18 heures de nuit, dans la pluie et le vent, il faisait 5 degrés. Je n'ai pas abandonné. C'est-à-dire que moi, le mental, je l'ai toujours eu. Et on ne peut pas se sortir d'un drame pareil, quelle que soit d'ailleurs l'opération, si on n'a pas un mental très fort. Mais Michel, moi je vais dire un truc, je pense qu'on ne peut pas faire ta carrière à la télé sans mental. Et je vois tous les très grands animateurs, il y en a quoi, 5, 6, mental d'acier. Ils ont un mental d'acier.